Je voulais juste vous présenter le conférencier qui, pendant 1 heure, va vous parler du New Space, qu'il connaît parfaitement bien. 50 ans après que l'homme ait marché sur la Lune, enfin presque 50 ans, ça fera 50 ans en juillet prochain. Ça fait 50 ans que l'homme a tourné autour de la Lune en décembre 68. Le Old Space a disparu au profit du New Space. On en a parlé hier lors d'une conférence sur les voyages lointains. Mais qu'est-ce que le New Space? C'est une discussion qui n'a pas démarré aujourd'hui, avec Xavier Pascaud qui va vous entretenir de ce sujet maintenant. Depuis plusieurs éditions des Rencontres du ciel et de l'espace, il vient nous parler de cette menace ou de cette opportunité. On ne sait pas encore. On verra avec lui aujourd'hui. Je voudrais dire que Xavier est directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, qu'il a publié tout récemment un livre sur ce sujet que je vous recommande particulièrement parce qu'il est la Bible de toute personne qui s'intéresse à ce sujet aujourd'hui, qu'il est régulièrement dans toutes les conférences, un petit peu partout dans le monde, qui ont pour sujet ces nouveaux horizons, ces nouvelles sociétés, ces nouveaux rapports entre les États et les sociétés privées, et que nous arrivons à un carrefour, un basculement aujourd'hui qui est de savoir à quoi ressembleront les 50 prochaines années. Est-ce qu'elles se dessinent aujourd'hui? Et finalement, à quoi est-ce qu'elles commencent à ressembler? Ce sont des faits, ce sont des données et ce sont des interprétations dont nous avons besoin. Et vous avez devant vous la personne, qu'elle m'excuse, la plus compétente pour en parler. Je vous remercie d'accueillir Xavier Pascaud. Merci beaucoup Alain. Je ne sais pas si je mérite, vous verrez si je mérite ces éloges à la fin de cette présentation. Je suis ravi d'être devant vous. Alors pour vous parler effectivement de ce qu'on appelle le New Space. Alors je mets tout ça entre guillemets parce que effectivement c'est souvent opposé à ce qu'on appellerait le Old Space. Alors ça ne plaît pas beaucoup d'abord aux gens qui font du spatial, et les gens qui font du spatial en général font des choses qui sont toujours à la pointe en réalité. Mais c'est vrai qu'on a cette petite opposition fréquente. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est vous expliquer. C'est d'abord un phénomène très américain, donc ce sera pas mal américain, mon exposé, si j'ose dire. En tout cas, la perspective telle qu'on la voit là-bas, parce que c'est quand même là-bas qu'une dynamique s'est mise en place. Et puis, j'aimerais en fait vous donner une grille de lecture, qui est critiquable, hein, mais pour comprendre ce que c'est en fait et d'où ça vient, parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé ex abrupto un matin avec des gens qui ont eu des idées géniales. Certes, il y a des gens qui ont des idées géniales, mais on verra, enfin, mon sentiment, à force de regarder un peu ces domaines-là, c'est que tout ça est quand même un peu construit, et tout ça, en fait, dessine une tendance de fond dont je vais essayer de vous donner des éléments. Donc, remettre quand même ce New Space dans la perspective historique, ce qui me conduit à revenir, et c'est la raison du titre un peu de cette intervention, de cette présentation, de la guerre froide au New Space, parce que le New Space, ça s'intègre, ça arrive dans une dynamique, et cette dynamique, elle a quand même plus de 60 ans aujourd'hui. Et je voudrais la rappeler parce que ça montre bien d'abord comment s'est construit le spatial, le secteur spatial en général, l'activité spatiale dans son ensemble, et comment, en particulier aux États-Unis, on a une divergence, en fait, par rapport au reste du monde. On a une divergence qui a conduit à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit retour en arrière, avant dans la deuxième partie de cet exposé, de cette présentation, vous parler du New Space. Alors, vous le savez, l'espace, ce sont les années 50, on ne va pas s'apesantir là-dessus. La plupart du temps, quand on pose la question aux gens, finalement, pour vous, qu'est-ce qui a construit le secteur spatial, les technologies spatiales, qu'est-ce qui les a fait se développer de cette manière? Le premier réflexe, c'est souvent Apollo. On a parlé de la marche sur la Lune. C'est Apollo, c'est l'exploration, c'est le vol habité, etc. En réalité, c'est assez discutable. Et ce qu'on voit surtout, malheureusement, j'allais dire, c'est que ce qui a d'abord été le moteur principal des technologies spatiales, c'est le contexte géopolitique et le contexte militaire. L'espace, c'est un fils du nucléaire, en fait.
L'espace est né de la rencontre de deux technologies, la technologie balistique, inventée après la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Deuxième Guerre mondiale avec von Braun, et la technologie nucléaire. On s'est aperçu que si on mettait ce type d'arme sur ce type de vecteur, ça faisait une nouvelle arme complètement inconnue jusqu'alors, qui du coup permettrait de ne pas rater Pearl Harbor, quoi. Et ça, les Américains en prennent conscience assez vite, les Russes aussi. Et finalement, quand Sputnik est lancé, c'est moins l'espace qu'on craint, c'est moins ce que ça va produire pour la conquête spatiale ou ce que ça va produire sur l'espace circumterrestre que ce que ça peut produire sur Terre, qu'on craint en réalité, puisqu'en fait, si on arrive à satelliser un objet, bien on arrive à faire un missile intercontinental en réalité. Comme disent les spécialistes, un lanceur, c'est jamais un missile, c'est jamais qu'un lanceur à périgée négatif. Et donc, c'est pas ce qu'on souhaite pour un lanceur, mais pour un missile, c'est ce qu'on souhaite. Alors, le point sur lequel je voulais insister, c'est que quand on regarde l'histoire de l'espace, on se rend compte qu'on a une très très forte poussée quand il y a une connexion entre un projet politique majeur et l'état de l'art de la technologie. S'il n'y a pas le projet politique, vous pouvez avoir la plus belle technologie du monde, elle ne sera pas poussée, elle ne sera pas financée, et le programme spatial va être en fait en déshérence. C'est ce qui s'est passé dans le programme spatial civil, un peu partout, d'abord aux États-Unis et en URSS évidemment, avant que les autres pays accèdent. Pourquoi ? Parce que les grands programmes spatiaux civils n'ont pu exister que parce qu'ils correspondaient à un objectif politique qui n'était pas du tout spatial. En l'occurrence, Apollo, c'était la réponse à Sputnik, c'était une concurrence de modèles. Quand Kennedy prend la décision, ce n'est pas parce qu'il aime l'espace. Kennedy était quelqu'un qui n'aimait pas trop l'espace en réalité. Mais c'est parce qu'il se dit, c'est le seul truc que je puisse faire qui permette de nous remettre en selle. Parce que ce que Sputnik avait démontré, et il y avait des enquêtes très précises là-dessus qui étaient faites à ce moment-là, c'est que le modèle communiste, d'une certaine manière, avait plus de crédit, plus de crédibilité que le modèle américain, y compris dans les pays européens, par exemple, où des sondages secrets étaient faits. On faisait des sondages, on se rendait compte, y compris par exemple en Grande-Bretagne, ce qui peut paraître bizarre. En Grande-Bretagne, les gens se disaient, mais finalement, la manière dont est organisée l'Union soviétique, les plans quinquennaux, tout ça, finalement, ça marche. Et ça marche vraiment. Parce que les Américains sont à la ramasse. Ça inquiète beaucoup les Américains, donc il va y avoir tout un tas de choses, mais donc là, il va y avoir une prise de conscience que la réponse à cette première soviétique ne peut être qu'une réponse de la même nature, mais avec des ordres de grandeur différents. Et la seule solution qui apparaisse, contre l'avis des conseillers scientifiques, d'ailleurs de la Maison-Blanche à l'époque, c'est de mettre un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Les conseillers scientifiques sont complètement opposés à ça. En fait, les scientifiques ont souvent été opposés au programme habité. Les scientifiques considèrent que le programme habité, c'est souvent beaucoup d'argent pour pas grand-chose, en réalité, d'un point de vue scientifique. Ils le disent à chaque fois, mais on ferait bien mieux de mettre tout cet argent dans des labos sur Terre, où on ferait des vraies recherches, plutôt que de faire ça. Et le conseiller scientifique de Kennedy ne va pas faire exception à la règle. Il va dire, mais non, il ne faut pas du tout faire ça. Et Kennedy va lui dire, si vous pouviez me proposer quelque chose d'aussi spectaculaire, et à l'époque, il cite l'exemple de la désalinisation de l'eau de mer, par exemple, et si vous pouvez me proposer un projet, un système qui désalinise l'eau de mer, je le prendrai. Mais vous êtes incapable de me proposer ça. Et la seule chose que je puisse faire, c'est de promettre qu'un Américain mettra le pied sur la Lune avant un Soviétique, avant la fin de la décennie. Donc là, il y a une sorte de paroxysme. La connexion entre la technologie d'un côté, technologie fusée, etc., et le projet politique est très forte. On a des deux côtés quelque chose de très très mûr, de très très fort qui s'interpénètre et qui se consolide. Puis après Apollo, c'est terminé. La NASA, il faut le savoir, était une agence de mission, Mission Agency. Et donc, une fois qu'elle avait rempli sa mission, normalement, la NASA n'aurait plus dû exister à partir de 69, 70. D'ailleurs, on a annulé 2 programmes Apollo. Et dès 66, par exemple, le président Johnson, qui avait pris la suite de Kennedy, a expliqué à James Webb, aujourd'hui il y a le télescope James Webb qui va être en orbite, James Webb était un patron de la NASA, que son agence ne serait plus l'agence numéro 1 dès 66, parce qu'il dit, on sait que vous allez mettre un homme sur la Lune en 69, donc vous allez remplir la mission. Donc dès 66, on va commencer à vous rogner les crédits, parce que vous aurez accompli votre mission. Ça conduira à la démission de James Webb. Il y a une lutte sans fin qui existe encore aujourd'hui de la NASA pour survivre. La NASA, à partir de ce moment-là, va lutter de manière extraordinairement résiliente, j'allais dire, pour survivre à tous les aléas politiques qui vont émailler toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. La NASA a connu de grandes traversées du désert. La navette
a failli ne pas exister. La navette, c'est quelque chose qui n'avait pas de sens pour Nixon à l'époque. Ce qu'il faut voir, c'est que la navette, c'était en fait l'élément d'une chaîne, l'élément d'un maillon. C'était un maillon d'une chaîne où, dès 1969, la NASA avait proposé un grand programme consistant à mettre un homme sur Mars en 1986. Pour mettre un homme sur Mars en 1986, il fallait une base spatiale. Pour que cette base spatiale soit construite, il fallait une station spatiale d'abord. Station spatiale, quelques hommes. Base spatiale, 100 personnes. Et pour amener tout le matériel, il fallait une navette qui fasse surface de la Terre, station, surface de la Terre, base. Nixon, quand il voit ça, alors évidemment, ça coûtait très cher. Donc Nixon dit no way. Donc il raye d'un trait de plume la mission martienne en 86, aucun intérêt. Il raye d'un trait de plume la base spatiale. Il raye d'un trait de plume la station spatiale. Et il s'apprête à rayer d'un trait de plume la navette quand il se dit quand même, il y a des élections en 72. Si je fais ça, on ferme les boîtes qui se trouvent dans les États clés, ce qu'on appelle les Battleground States aux États-Unis. Donc il faut faire des sondages secrets, là encore, qui vont montrer qu'effectivement, s'ils gardent la station spatiale, ça permet de garder au travail un certain nombre de gens dans le complexe militaro-industriel que Eisenhower va appeler comme ça. Et ça va faire que ces gens, finalement, ne seront pas trop critiques de l'administration. Donc on va garder la navette seulement pour ça, à cette époque-là. Et le 5 janvier 1972, il annonce le démarrage du programme de navette spatiale. Et on va appeler ça un taxi pour nulle part, un taxi for nowhere, parce qu'en fait, ça faisait plus la navette entre la Terre et rien, en fait, en réalité. Mais, et donc, on va repartir sur un programme qui va être quasiment annulé en 1977 quand Carter arrive au pouvoir. Carter arrive au pouvoir en 1977. On ne voit pas bien l'intérêt de cette navette. Son équipe de transition, vous savez, quand un président prend la suite d'un autre, il y a une équipe de transition qui se met en place pendant quelques mois. Et eux recommandent d'annuler ce truc-là, qui n'a absolument aucun intérêt pour eux, qui dépense beaucoup d'argent, qui a du mal à se mettre en place, etc. Alors, à l'époque, on argumentait en disant on va mettre le kilo en orbite, va atteindre le prix de $50, puis descendra à $10. Enfin, ça va devenir, comme on va réutiliser tout ça, alors on sait ce qu'il en adviendra, en fait, ce sera le véhicule le plus cher de l'histoire, $28 000 le kilo en orbite. Mais à l'époque, on pensait que la réutilisation, c'est quelque chose qui serait absolument le futur de l'espace, finalement. Et pour autant, il n'y a pas d'intérêt majeur à avoir cette navette en l'air. Et cette navette ne va devoir d'être sauvée qu'au fait que l'Iran bascule. Les Américains perdent leur station d'écoute qui écoutait l'Union soviétique. Et donc, il faut... alors qu'au moment même où Carter essaie de signer avec les Soviétiques un traité qui s'appelle SALT II, traité de désarmement, et le Congrès dit à Carter, vous n'avez plus les moyens de vérifier ce traité, donc nous, on ne ratifiera pas ce traité. Et Carter essaye de trouver tous les moyens techniques possibles pour prouver au Congrès qu'ils ont tort, et qu'en fait, ils disposent des moyens de surveiller et de vérifier surtout le traité, l'application du traité. Et c'est là où la NASA arrive, avec ses idées, en disant, mais avec la navette, si j'agrandis un peu la baie, on peut mettre des gros satellites, et ces gros satellites permettront de vérifier le traité. Et c'est ce qui expliquera la survie de la navette à un cheveu. Le Pentagone, d'ailleurs, n'était pas très, très allant là-dessus, parce qu'il se demandait si la NASA ne voulait pas lui faire payer la navette, carrément. Mais la NASA va lui dire que non, non, pas du tout. Et ça va permettre à la NASA de développer la navette jusqu'au bout, et puis on aura le premier vol en 80, etc. Station spatiale, ça va être la même chose. Elle va être... mise en danger à une voix près. Elle a survécu à une voix près au Congrès, à un vote près. À un vote près, il aurait pu ne pas y avoir de station spatiale du tout. Ça aurait été gênant parce qu'il y avait déjà eu 19 milliards de dollars d'études papier. Donc ne pas faire de station spatiale du tout après 19 milliards de dollars d'études papier, ça aurait fait un peu tâche. Et il se trouve que s'il y a une station, et en particulier si elle a été reboostée et un peu surgonflée, c'est parce qu'on s'est trouvé dans une situation pas du tout spatiale, où les États-Unis souhaitaient garder à l'époque les scientifiques soviétiques dans leurs labos, pour éviter qu'ils prolifèrent dans des pays, ce que George W. Bush appellera les Rogue Nations, les Rogue States. Et donc, pour les maintenir dans leurs labos, il fallait leur verser leur salaire pour travailler sur quelque chose qu'on contrôle. Et ce quelque chose qu'on contrôle, c'était la station spatiale. Ça fait l'objet d'une législation américaine, la Cooperative Threat Reduction. Et donc, on a payé, c'était 400 millions de dollars par an, on a payé les soviétiques, les savants soviétiques, les ingénieurs soviétiques pour travailler sur la station. Et donc la station a servi en fait de ce que les Américains appellent un instrument de non-prolifération des cerveaux. Ils avaient la peur de la prolifération des cerveaux. Ils ont toujours peur que tout prolifère. Et ça, vous voyez que ça n'a rien du tout à voir avec le spatial, mais ça a permis que la station spatiale
soit en vie et existe vraiment, et puis après on connaît la suite. Ce que je vous expliquais par là, c'est que dans le programme civil américain, et c'est un peu partout pareil, c'est pas que chez les Américains, le soutien politique est vraiment en dents de scie. Il n'y a pas un grand attrait, il n'y a jamais eu un grand attrait, sauf pour quelques individus, des pouvoirs politiques pour l'exploration spatiale. C'est bien le drame de l'exploration spatiale. Autant l'exploration scientifique, c'est quelque chose qui est soutenu, qui a une communauté qui est extrêmement homogène, qui a une très grande puissance d'influence et de lobbying auprès du pouvoir politique, autant pour ce qui est habité, etc., c'est toujours un peu plus compliqué. En revanche, le volet militaire, c'est une autre histoire. Quand on regarde la connexion dont je vous parlais, ce n'est pas une histoire de dents de scie et de montagnes russes. En fait, c'est quelque chose qui est absolument linéaire, qui en fait s'est accru au fil des ans et qui n'a jamais été mis en question par aucun pouvoir politique. Alors, ça c'est important parce que finalement, tout ce qu'on connaît aujourd'hui du spatial et des retombées du spatial, ça vient sans doute plus du côté du Pentagone, du côté du ministère de la Défense russe ou du côté militaire que du côté civil, malheureusement, même s'il y a des spin-offs, comme on dit, qui viennent du côté civil. Et on en parle volontiers. On en parle moins volontiers du côté militaire, mais en réalité, la masse d'investissement militaire dans le spatial est plus importante que la masse d'investissement civil. Vous savez quelle est la première agence spatiale au monde aujourd'hui? C'est le Pentagone, en termes de budget, ce n'est pas la NASA, même si la NASA a un très beau budget. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, l'espace naît avec le nucléaire. On a peur, on veut absolument surveiller l'évolution des missiles balistiques de l'adversaire. Et pour faire ça, en 1947, un rapport est écrit, notamment par un truc qui était la Research and Development de l'Air Force, qui deviendra la RAND, R-A-N-D, qui dit si on lance un objet suffisamment haut en orbite, avec suffisamment de vitesse, cet objet va chuter indéfiniment, en faisant des tours, la Terre défilera sous lui, et si on l'équipe d'une caméra, il pourra prendre des photos régulièrement, des équipements et des installations stratégiques, et comme ça, on n'enfreindra pas l'espace aérien, on n'enfreindra pas la souveraineté aérienne, et on pourra quand même néanmoins espionner finalement ce que fait... Et ça va être développé dès 1955 aux États-Unis, un petit peu plus tard en Union soviétique. Ce qui veut dire que ça va être développé dès avant Sputnik. Sputnik, je vous rappelle, 4 octobre 1957, le lancement. Donc on va lancer un programme qui s'appellera, dans la nomenclature américaine, le WS-117L, Weapon System 117L. Le truc très marrant, c'est que le Weapon System 116L, c'était les ballons d'observation. Donc c'était vu simplement comme un ballon qui allait très très haut. Mais il n'y avait rien de spatial là-dedans. Ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'il permette de surveiller. Et donc le premier, après 14 tests ou 13 tests qui ont été des échecs, le 14e sera le bon, en août 60, et ce seront ce style de satellites qui seront utilisés, avec un film, vous voyez, là, qui se balade dans la chambre photographique, finalement, et au bout, là, vous avez la capsule, ici. Alors, attendez, si je le prends, voilà. Ici, vous avez la capsule, et une fois que le film, vous avez pris toutes vos photos, hein, c'est comme un appareil jetable, vous jetez la capsule. Enfin, vous ne l'achetez pas n'importe où. Et donc, vous avez des avions. Alors, c'était des pilotes spécialement entraînés. Ce n'était pas n'importe qui. Un peu des basketteurs, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'ils tiennent le filet, pas la balle. Et le principe, c'était qu'ils visaient... Donc, la capsule retombait. Et eux, avec le filet qui était ici, là, il fallait qu'ils prennent le... Alors, évidemment, il y avait des ratés. Hein. Ça retombait souvent au Svalbard, en fait. Donc, quand il y avait des ratés, c'était embêtant. Il fallait envoyer une équipe de force spéciale. Au Svalbard, c'était plein de Russes. Et oui, évidemment, tout ça n'existait pas officiellement. Officiellement, ça s'appelait Discoverer, ce programme. Et on disait que dans ces capsules, ce qu'il y avait, c'était des petites plantes pour tester finalement comment elles poussaient en atmosphère de faible gravité, etc. Et évidemment, ce n'était pas des plantes. Et je me rappelle avoir trouvé dans les archives aux États-Unis, c'est juste une anecdote, tout maintenant s'ouvre, et donc ils envoient une équipe, donc ils perdent la capsule au Svalbard. Donc on a les minutes des communications radio entre l'équipe et l'état-major américain à Washington. Et alors l'équipe arrive et envoie un message en disant « Alors voilà, on pense être arrivé sur le site, mais il y a bien un cratère dans la neige, mais il n'y a plus rien, et il y a des traces de pas qui vont dans une mine. Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, je n'ai pas la suite, hein, mais c'était assez fréquent. Hein.
Bon, il s'avère que côté Moscou, maintenant, on a aussi accès aux archives à Moscou. Et en fait, ils étudiaient, ils avaient démonté ces trucs-là. Et ils étudiaient parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des bons films. Enfin, le celluloïd était moins bon, etc. Bon, tout ça, ça n'aura d'existence réelle. Donc, les satellites d'observation, tout le monde savait que ça existait. Mais officiellement, jusqu'en 1993, ça n'avait pas d'existence légale. Ce sera juste ouvert par l'administration Clinton, qui reconnaîtra. Et alors, Russes et Américains savaient très bien que l'un et l'autre avaient les mêmes systèmes. Et en fait, c'était même souhaitable, parce que comme on mettait en place la dissuasion mutuelle assurée, c'était une sorte d'assurance-vie, ce système. C'est-à-dire que ça permettait à l'équilibre nucléaire de fonctionner. On savait que l'autre verrait. Et donc, ce faisant, on était dissuadé de faire, sachant qu'on dissuadait l'autre de faire également. Et donc, comme on savait que l'autre avait ça, mais qu'on ne pouvait pas le dire, dans les traités, il y avait une expression consacrée qui s'appelait les moyens techniques nationaux. Alors, dans tous les articles, vous aviez, eh bien, on va pouvoir vérifier ça à l'aide de visites et de moyens techniques nationaux. Tout le monde savait que ça voulait dire satellite, National Technical Means. Voilà, et bon, on va abandonner cette expression à partir de 1993, puisque on va, voilà. Alors ça, c'est la première photo qui a été faite par les Américains. En fait, le programme ne s'appelait pas Discover, c'était un programme de la CIA qui s'appelait Corona. Et donc, vous voyez que ce n'est pas terrible, quoi. Mais 10 mètres. C'est noyé dans le grain, mais ça, c'est une piste soviétique, c'est une piste d'aviation. Et quelque chose comme 6 ans plus tard, ben, voilà ce que ça fait. Ça vous donne une petite idée de la marche forcée. Ce sont des investissements considérables, ça va structurer complètement le secteur spatial américain. Et c'est là où va se construire l'industrie spatiale américaine. Les Lockheed, les Northrop Grumman, les Boeing, tout ça, ça viendra de là. C'est de là dont ça va venir. Alors, ça peut vous paraître aujourd'hui, ça, c'est 3 mètres. Ça, c'est assez marrant parce que 3 mètres, c'est la résolution d'un CubeSat aujourd'hui. Vous savez, il y a une petite boîte qui s'appelle Planète, j'en parlerai tout à l'heure. Ces trucs-là, c'était la taille d'un bus, enfin, pas d'un bus, mais c'était d'une grosse voiture, quoi. Maintenant, vous avez des CubeSats de 10 cm par 10 cm par 30 cm qui sont à 400 km d'altitude et qui font des photos à 3 mètres, comme ça, avec un petit objectif comme ça. Et ça, c'est vrai que la technique évolue. Alors, juste, je vous ai mis ça pour... je vais passer vite, mais pour vous donner une idée de la masse de lancements qu'il y a eu, etc. Ça a été publié dans un atlas, qui est l'Atlas de géographie de l'espace, qui avait été dirigé par, certains d'entre vous le connaissent peut-être, Fernand Verger, auquel j'avais participé. Et ça a été cet atlas a été republié, puis est devenu le Cambridge Encyclopedia of Space dans sa dernière version. Et les petits points que vous voyez là, c'est des satellites, c'est des tirs. Et le point, pourquoi un point? Pourquoi c'est ponctuel? Parce que ici, en abscisse, vous avez la durée de vie en orbite. Donc c'était très court, la durée de vie en orbite, puisque vous faisiez vos photos et vous éjectiez la capsule. Donc après, le satellite, il était mort. Il n'avait pas besoin de fonctionner. Et vous avez l'équivalent soviétique. Alors eux, c'était encore plus court, ils tiraient encore plus bas, ça redescendait encore plus vite, et ils construisaient ça à la chaîne. Vous savez, on dit les Soyouz, 1400 tirs, etc. Ça vient de là aussi. Les soviétiques balançaient des satellites en masse. Et ça, ce ne sont que les satellites, vous voyez ça jusqu'en dans les années 80, que les satellites d'observation. Et vous remarquerez que là, ça reste analogique très, 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 très longtemps. Alors qu'aux États-Unis, c'est plus des points à partir des années 80, c'est des segments de droite. Pourquoi? Parce que désormais, ce n'est plus des photos analogiques qu'on fait, ce sont des photos numériques, radiotransmises. Et à partir de là, la durée de vie du satellite peut être beaucoup plus grande, puisqu'il va être sa durée de vie efficace, opérationnelle et utile, va être sa durée de vie nominale de la plateforme. Pendant ce temps-là, donc là, vous avez les keyholes, ce qu'on appelle, etc. Et là, vous avez les satellites radars qui vont commencer à exister, pareil, dans les années 90. Et vous avez ici la France qui commence avec Helios, etc. Du côté soviétique, on va encore rester longtemps, très très longtemps. On va utiliser jusqu'à très récemment, en fait, des capsules analogiques. Les soviétiques, les Russes ensuite, ont fait usage, encore jusqu'à très longtemps, parce que c'est de la production de masse de satellites qui étaient sur le design des années 60 et 70. Et ils ont juste commencé à faire des choses, mais dont la durée de vie était moins grande en orbite, numérique et donc radiotransmise. Alors évidemment, vous aviez... alors, juste pour... c'était ça quand même, le KH-9, qui est le premier satellite numérique américain, si j'ose dire.
C'était un bus, là. Vous voyez, c'était ça. C'était pas rien, quand même. Vous avez, etc., vous avez ce genre de... On lançait carrément un bus en orbite, quoi. Et toutes les petites fenêtres, là, c'était des capteurs et des caméras, etc. Alors, il n'y avait pas que de l'observation de la Terre. Il y avait, par exemple, et ça c'était essentiel, c'était la détection des tirs de missiles. Et la détection des tirs de missiles, ça se fait avec des capteurs infrarouges. Et là encore, dès les années 50, les Américains mettent des satellites, testent des choses qui mettent non pas en orbite basse cette fois-ci, mais en orbite géostationnaire pour avoir des surveillances constantes de démarrage de missiles intercontinentaux, sachant que les missiles intercontinentaux brûlent suffisamment pour sortir de l'atmosphère en étant encore propulsés. Donc ils utilisaient, comme les soviétiques de leur côté, l'atmosphère comme une sorte d'écran, si vous voulez, d'écran neutre, sur lequel on voyait la réponse. On était sûr que c'était un missile, et ça évitait d'avoir ce qu'on appelle les fausses alarmes, c'est-à-dire qu'on soit, par exemple, influencé par des reflets sur des lacs d'altitude ou des choses comme ça. Ça va être un programme qui s'appelle DSP, Defense Support Programme, qui existe encore aujourd'hui, qui est remplacé progressivement par un autre programme qui s'appelle SeaBears. Et vous avez ici l'effort américain et l'effort symétrique soviétique. Alors eux, c'était un peu différent. Ils mettaient les satellites en orbite Molnia, très elliptique, parce qu'ils avaient du mal à utiliser l'orbite géostationnaire, et en phasant des satellites en orbite Molnia, ça leur donnait surtout une surveillance de la trajectoire des missiles américains. Ça, c'est pareil, ça va engendrer des activités colossales d'un point de vue industriel, colossales, et beaucoup de recherche, beaucoup de développement. Pendant ce temps-là, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont les 2 seuls pays à avoir été concernés par ça. Donc, on est dans 2 cas qui sont très particuliers. Et puis, et je vous ai mis une troisième planche là-dessus, il fallait s'écouter mutuellement aussi. Ça, c'est tous les satellites d'écoute. Alors, vous avez les satellites d'écoute qui sont spécialisés, qui écoutent que les radars, d'autres qui écoutent les télécommunications, le troisième qui écoute les systèmes de tir, les quatrièmes qui écoutent les unités navales, par exemple, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que les Chinois rattrapent tout le monde. Ils développent exactement avec les mêmes séquences, les mêmes satellites, parce qu'ils cochent la case d'une grande puissance stratégique fondée sur la possession de l'arme nucléaire. Donc, tout ça va avec le nucléaire, en fait. Pas de nucléaire, pas de ça. Voilà. Donc ça, c'est quand même important à savoir parce que, évidemment, quand on va voir l'évolution de l'espace moderne, il ne se fait pas à partir de rien, quoi. Et même, je dirais même, quand vous êtes un pays qui avait développé ça de manière massive, et vous faites travailler plusieurs centaines de milliers de personnes de votre population sur ces questions-là, votre hantise en tant que gouvernant, c'est qu'en passant dans une époque, on va dire la fin de la guerre froide, des choses autres, ça devienne totalement obsolète, caduque, et que ça ne serve plus à rien. Et votre hantise, ça va être de reconvertir ce système. Et c'est là où on va avoir cette espèce de... Le principe, c'est d'essayer de garder la connexion dont je parlais active. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui explique aujourd'hui beaucoup de dynamiques en fait, qu'on voit se mettre en place. Alors, évidemment, le dernier point assez connu, je dirais l'apogée de la relation entre l'espace et le nucléaire, c'est l'IDS de Ronald Reagan, c'est la guerre des étoiles, avec tous les projets qui avaient été imaginés à l'époque. Alors là, c'était, vous vous rappelez sans doute de cette époque de la guerre des étoiles, où le principe était de faire un bouclier, c'est-à-dire qu'on voulait plus, Reagan voulait sortir de la relation de menace mutuelle, parce que ça, il n'aimait pas du tout être menacé. En fait. Et se faire menacer en menaçant l'autre, ça ne lui allait pas. Il expliquait que ce n'était pas comme ça qu'on avait conquis l'Ouest, et qu'on avait conquis l'Ouest en tapant sur l'autre, en fait. Et donc, il fallait se protéger des Indiens, et éventuellement aller shooter les Indiens derrière. Donc pour se protéger des Indiens, il y avait ce qu'on appelait le bouclier stratégique, la guerre des étoiles, avec tout un tas de composantes, des composantes au sol. Donc le principe, c'était de prendre un missile soviétique, dans toute sa durée, la durée de son vol, d'essayer de le flinguer dès qu'il décolle. Alors ça, c'était le rôle de ça, des lasers spatiaux. Donc c'est ce qu'on appelait Boost Phase Intercept, c'est-à-dire que c'était essayer de le prendre au moment où il est en train de se propulser et de faire chauffer, de monter la chaleur du missile au moment où il est en train de se propulser pour faire exploser. Le mieux possible, c'était que ça explose au-dessus du pays qui le lançait, quoi. Donc c'était ça l'idée, c'était de l'avoir très tôt. Si ensuite on n'arrivait pas à l'avoir très tôt, alors on passait à ce qu'on appelait la mid-course interception. Donc en fait, c'était des petits systèmes comme ça qu'on appelait les Brine Pebbles. Donc c'est galets, cailloux brillants, cailloux géniaux. Le principe, c'est qu'il y en avait des milliers dans l'espace.
et qui repérait les missiles et qui allait vers les missiles et qui se projetait sur eux et qui les faisait exploser dans l'espace. Et puis à la fin, le cas échéant, on avait d'autres moyens pour essayer de les avoir dans la phase descendante, quand ils redescendaient sur Terre. Évidemment, ça n'a jamais fonctionné. Il est vraiment peu probable que ça ait en réalité protégé les États-Unis contre quoi que ce soit, compte tenu notamment du nombre, d'abord de la difficulté à faire tout ce qu'on vient de dire là, qui est très théorique, et en plus du nombre des salves, etc. Mais c'est quelque chose qui a donné un énorme boost à la R&D américaine. Ça a fait rebondir tout le complexe militaro-industriel américain. Vous retrouvez les grandes sociétés là-dedans, Lockheed, Boeing, Northrop Grumman, tous ces gens-là ont été vraiment... Et ça, c'est la suite logique, si vous voulez, de toute cette relation avec le nucléaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est quand même sorti, on va prendre un cliché, la fin de la guerre froide, la chute du mur, on sort de la guerre froide, et je vous dis, il y a l'obsession qui arrive, et ça va être l'obsession de l'administration Clinton en particulier, c'est de dire, mais finalement, comment on va valoriser tout ça, des milliards, voire des centaines de milliards investis dans ces systèmes. Et finalement, on va avoir l'idée que on doit pouvoir, à partir de ces systèmes, finalement, en faire des systèmes de sécurité générale, qui puissent servir bien au-delà du seul équilibre stratégique. On a toujours ça à l'idée. Ce n'est pas une période qui succède à une autre, c'est une strate, si vous voulez, qui vient se superposer à une autre. On a toujours l'espace stratégique, mais là, il faut qu'on ait un espace plus sécuritaire, plus tactique, plus militaire. En particulier parce que l'épreuve de la guerre du Golfe, première guerre conventionnelle que mènent les États-Unis après la guerre froide, ils se rendent compte qu'en réalité, tout ce qu'ils ont développé en matière technique dans le spatial ne répond pas aux besoins des militaires qui mènent des opérations militaires. Par exemple, si vous voulez voir des cibles qui se baladent, eh bien, si vous avez un satellite qui vole, il va être capable de regarder au milieu d'un silo de missiles. Vous savez, c'est comme un téléobjectif avec un oiseau sur une branche. Vous verrez très bien l'oiseau, mais vous ne verrez pas la forêt. Donc vous voulez avoir d'autres types de capteurs. De la même façon, pour l'alerte avancée, ils étaient calibrés pour les missiles soviétiques, donc pour des missiles intercontinentaux qui brûlent longtemps. Ils n'ont pas vu un certain nombre des missiles que lançait l'Irak, etc. Donc il a fallu recalibrer les capteurs. Quand vous recalibrez des capteurs d'alerte avancée pour voir plus profondément dans l'atmosphère, vous voyez mieux, mais le problème quand vous voyez mieux, c'est que vous voyez plus. Et quand vous voyez plus de choses qui ne sont pas des missiles. Et donc, il faut traiter. Et donc, il faut mettre des algorithmes, tout un tas de systèmes qui permettent d'éviter la hantise de la fausse alarme, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est très compliqué. C'est des programmes qui vont être extrêmement coûteux, qui vont prendre énormément de retard. Sur les programmes d'infrarouge, par exemple, aux États-Unis, il y a eu 360% de surcoût. Parce que finalement, on voulait tout voir. On voulait voir les plus petits missiles à plus courte portée, donc il faut aller très très près du sol, avec des capteurs infrarouges. Quand vous allez très près du sol, vous voyez peut-être le missile, mais vous voyez plein d'autres trucs avec. Et donc, en fait, ce n'est pas opérationnel, ça ne vous sert à rien. Ça va être pareil pour les télécoms, ça va être pareil. Et vous avez, et c'est le moment aussi où arrive l'utilisation du GPS pour guider les munitions. Donc, il va y avoir une reconversion massive, une adaptation massive des techniques, des programmes, du système industriel pour faire évoluer le spatial militaire et rajouter une couche, ce qu'on appelle la couche tactique, en fait, la couche militaire, sur la couche stratégique. C'est-à-dire que non seulement ils vont continuer aux États-Unis, et ce sont les seuls à l'avoir fait à ce point, c'est pour ça que là, ils commencent à diverger. Non seulement ils vont continuer à faire ce qu'ils faisaient avant, tout ce que je vous ai montré, ça continue, mais en plus, maintenant, ils ont le double de programmes qui font d'autres choses pour être utilisés de manière différente, de manière complémentaire dans leur temps. Et là, si vous voulez, ils se rendent compte très vite que, en faisant ça, ils ont une sorte d'outil global qui leur permet un peu d'être omniscients, omniprésents, et donc omnipotents, d'une certaine manière. Et ils vont se dire, pour achever la reconversion, non seulement il faut qu'on fasse ça, mais il faut qu'en fait, ces techniques, elles servent à l'industrie à conquérir des marchés. Et ça va être tout l'effort de l'administration Clinton, qui va, dans la première moitié des années 90, commencer à ouvrir à la commercialisation des techniques qui, juste là, étaient des techniques militaires. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de ça, mais en 1994, par exemple, Clinton annonce de manière unilatérale le fait que désormais, des sociétés privées pourront vendre des images à 1 mètre de résolution, par exemple. Alors, ces images-là. Voilà, ça, c'est une image à 1 mètre de résolution du commercial. Alors ça, je peux vous dire, quelques années auparavant, c'était une image classifiée.
ça devient une image accessible que vous pouvez acheter, que vous pouvez commander. Et ça, il se trouve que c'est l'attentat de New York sur les tours jumelles. Ça, c'est pris par Iconos, donc une société qui s'appelle Space Imaging, qui est en fait une séquelle de Lockheed Martin qui développait les satellites Corona. Ça, c'est QuickBird, c'est Bangkok ici, et quand vous grossissez Bangkok, c'est la première fois où vous pouviez dénombrer le nombre de gens sur une place, par exemple. Maintenant, ça se fait couramment, ça. Mais à l'époque, ça, c'est dans les années 90, c'était tout à fait nouveau. Et puis, vous avez, bien évidemment, on commence à prendre des photos de la Corée du Nord, par exemple. Ça, c'est fait avec un satellite commercial, à l'époque. Et même, ils arrivent à prendre le tir de ce missile-là, qui va être, en fait, ils arrivent à prendre pour montrer combien, finalement, leur système est flexible. Donc, ils se font de la pub avec ça, quoi. Ça, c'est tout à fait nouveau. Ça va mettre tous les autres pays dans une espèce d'embarras considérable, parce que jusqu'à présent, juste avant ça, on considérait que en dessous de 5 mètres de résolution, c'était classifié, c'était militaire. Et les États-Unis décident de dire, ben non, désormais, nous, on considère que on peut vendre des images jusqu'à 1 mètre de résolution. Et ça va être un vrai... C'est les premières étapes de la commercialisation. Mais vous voyez bien que cette commercialisation, elle est motivée politiquement. L'idée, c'est de prendre appui sur l'investissement considérable qu'on a fait pour essayer de mettre une distance, qu'elle soit militaire, industrielle ou technologique, avec les autres, qu'ils soient d'ailleurs ses adversaires ou qu'ils soient ses alliés. Et il y a une idée, évidemment, de créer des standards technologiques et d'avoir une industrie qui soit finalement assez conquérante. Donc là, on se dit, si on arrive à faire ça, on est vachement bon, parce que c'est un outil qui, en fait, va être un outil de puissance pour nous et qu'on va réutiliser simplement de manière adaptée dans le nouveau contexte géostratégique, quoi. Et ça, c'est vraiment le calcul qui va être fait. Et sur le GPS, par exemple, le même type de calcul va être fait. En 1996, Clinton va décider d'ouvrir le GPS. Vous savez qu'avant, le GPS est un système militaire à la base, et il y avait ce qu'on appelait un accès sélectif, selective availability. Et le principe, c'était que les militaires avaient accès à la plus grande précision, et le grand public avait accès à 10 mètres à peu près de précision. En 1996, Clinton décide, et ses conseillers économiques notamment, décident qu'il faut abolir cette distinction, que tout le monde doit pouvoir avoir accès au système précis. Pourquoi ? Parce que comme ça préviendra le développement de systèmes similaires à l'étranger, et tout le monde utilisera le GPS, et donc il y a une idée, c'est ce qu'on appelle l'engagement, un enlargement, il y a l'idée d'accueillir un peu tout le monde dans le giron du GPS américain, sachant qu'évidemment, à ce moment-là, vous êtes, comme c'est vous qui écrivez les règles du jeu, vous êtes un petit peu en avance sur les autres et vous gardez ce truc. J'étais aux États-Unis à ce moment-là. Le Japon, un jour, de 1995, annonce qu'il va développer son propre GPS. Les Américains, dans les quelques heures qui suivent cette annonce, envoient des responsables au Japon, convoquent 80 responsables japonais et leur disent c'est une très mauvaise idée. Ils reviennent et le Japon, le lendemain, annonce que finalement, ils renoncent à faire leur GPS japonais, mais qu'ils font des petites horloges atomiques et tout ça. Et je me rappelle très bien que l'un de ces responsables que je connaissais, américain, me dit tu vois là ce qu'on a fait à Tokyo, on le fera à Bruxelles. Je lui ai dit bonne chance, parce qu'à Bruxelles, ça a du bon d'avoir des endroits où il n'y a pas de numéro de téléphone, où c'est compliqué, on ne comprend rien, c'est parfait. Donc, et alors ça, les Américains, ils ont toujours, c'est un peu compliqué. Je crois que c'est ça qui les gêne surtout sur l'Europe. Kissinger disait je veux un numéro de téléphone, il ne l'a jamais eu. C'est en fait une tactique. Et aujourd'hui, ces satellites-là sont des satellites qui fournissent des images commerciales, mais ça vous le savez, vous avez l'habitude de Google Earth, etc. Alors ça, ce n'est pas des images que vous trouvez sur Google Earth, c'est des images à 40 cm de résolution. 40 cm de résolution, c'était inadmissible pour un militaire de voir ça se balader partout, etc. Aujourd'hui, c'est partout. Alors c'est partout, c'est pas totalement partout, parce que ces images, quand vous les avez, en réalité, elles ne sont peut-être pas exactement du moment que vous avez choisi qu'elles soient, et puis elles ont peut-être été filtrées, enfin vous n'en savez rien, mais en tout cas, c'est très contrôlé, mais c'est quand même diffusé. Alors aujourd'hui, vous avez des plaquettes qui vous expliquent que si vous êtes, je ne sais pas, gérant de port, vous avez moyen de voir un petit peu où en sont vos réserves, par exemple. Alors ça, c'est un truc très souvent mis en avant par toutes les boîtes qui font du satellite aujourd'hui. On calcule la zone d'ombre. Vous savez, ça, ce sont des réservoirs avec les toits flottants. Et on calcule la zone d'ombre ici, et ça vous donne donc une idée de la hauteur du toit.
Et en fonction de ça, vous multipliez par ça. Si vous mettez un algorithme sympa, etc., en fait, vous savez le stock qu'il y a à un moment donné, de stock de pétrole pour une ville ou pour un pays donné, etc. Donc, s'il y a des informations stratégiques, ils essayent de vendre ça à des assureurs, à des banques, à des gens qui sont dans les affaires. Donc, on a, si vous voulez, ces techniques qui viennent, qui ont été immédiatement injectées dans le domaine, on va dire, commercial, stratégique, ça vient du militaire. Et l'idée, c'est d'arriver avec ces techniques très, très en avant des autres, de manière à capter les marchés, qui sont aussi des marchés stratégiques, par ailleurs. Voilà. Donc, on peut regarder les conteneurs dans un port aussi, etc. Tout ça, c'est du satellite. Alors là, c'est leur... voilà, et on a des images qui ont l'impression que c'est fait par des avions, quoi. Alors, ce système commercial, il était très, très encadré, il est toujours très encadré par le gouvernement américain. Et notamment la société qui fait ces images-là, qui s'appelle Digital Globe, en fait, 2/3 de son chiffre d'affaires, c'est le Pentagone. Parce que le Pentagone devient un client. Alors, ce n'est pas un prescripteur, mais c'est un client. Il est un peu prescripteur aussi, en réalité. Mais vous avez, donc, dans la foulée de tout ça, les années 2000, ben, vous avez des startups qui commencent à apparaître. Parce que d'un côté, ben, finalement, l'usage de ces moyens commerciaux, l'amélioration du traitement, des algorithmes de traitement, l'apparition de l'intelligence artificielle, ça donne des idées à pas mal de monde. Et surtout, ceux qui s'intéressent à l'espace, et ça c'est nouveau, c'est les gens qui sont dans le monde de l'information. Dans ce qu'on appelle en France les GAFA, mais pas seulement les GAFA, et qui disent, mais finalement, on peut peut-être avoir, nous, tirer avantage d'avoir des données. Nous, on est des usines à manger de la donnée, et donc, quelle que soit l'origine des données, nous, ça nous intéresse. Ils ont commencé à mettre un peu d'argent dans des startups, alors, dont la plus connue aujourd'hui est Planète. Donc, Planète, aujourd'hui, c'est 175 petits satellites en orbite, plus 13 satellites. Google a même acheté des satellites. Google a lancé des satellites, puis les a revendus à Planète. Et puis Planète a acheté des satellites allemands. Enfin bon, donc on est vraiment aujourd'hui avec des petites sociétés, quelques-unes. Il y en a plein qui vont mourir, il y en a qui vont survivre. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus la technologie évoluant. Je vous ai dit tout à l'heure, maintenant des CubeSats qui font 10 cm par 10 cm par 30 peuvent faire des images à 3 mètres de résolution. Alors vous allez me dire, 3 mètres de résolution, c'est pas terrible par rapport à ce qu'on a vu avant. Oui, mais si vous faites des images avec des centaines de satellites qui vous permettent de rafraîchir à 3 mètres, ça commence à créer de l'information. C'est de la revisite temporelle, finalement. Vous avez la résolution au sol, puis vous avez la résolution temporelle, puis vous avez la résolution spectrale. Et si vous commencez à mélanger tout ça, et que vous commencez à mélanger des données satellites avec d'autres données qui ne sont pas des données satellites, etc., et vous commencez à donner de l'intelligence à tout ça, alors là, vous créez de l'information à haute valeur ajoutée, et vous avez un max de sociétés. Donc ça, ce sont les fameux petits satellites dont je vous parlais, Planète, les petits CubeSats. Vous voyez, ils les produisent à la chaîne. Aujourd'hui, là, je discutais récemment avec un responsable de Planète, il me disait, ils ne le font pas, mais ils ont la capacité à en produire 40 par semaine. Ils en ont fait lancer par les Indiens il y a quelques mois sur un PSLV, donc un lanceur indien, pas très lourd d'ailleurs. Ils en ont lancé 104 en même temps. Je ne sais pas si vous avez vu ça, vous tapez ça sur Internet, vous verrez, ils sont jetés comme ça. Là aussi, ouais, ils sont jetés de la... Dès qu'il y a un moyen de lancer, alors on se fiche, hein, c'est à 400 km, 500, alors au-dessus de 500, c'est quand même pas terrible parce que bon, bah, ça ne fait pas une super résolution, mais entre 400 et 500, ils utilisent toutes les opportunités, payantes, pas payantes. Ils appellent de leur vœu, par exemple, qu'il y ait des petits lanceurs dédiés pour faire ça. Alors, c'est pas trop sûr qu'il y ait un business, quand même, un business case pour ça, mais aujourd'hui, il y a 48 projets de petits lanceurs, en fait. Et certains sont d'ailleurs des missiles reconvertis. Et on se dit, si on arrive, le ratio pour le lanceur, la clé, je dirais le point critique, c'est le coût du kilo en orbite. Pour l'instant, les petits lanceurs ne sont pas bons au coût du kilo en orbite, parce que il faut, de toute façon, même s'il est petit, le lanceur, il faut la station, il faut le lancer, il faut toutes les installations autour, donc ça c'est cher, c'est du fixe, et vous allez lancer que quelques satellites, donc c'est pas terrible le ratio coût-bénéfice. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, les CubeSats, vous les mettiez en piggyback, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en passagers clandestins, si j'ose dire, sur des gros lanceurs comme Ariane 5, et là, c'est beaucoup moins cher, c'est même gratuit quasiment. Et jusqu'à présent, c'était des universités qui faisaient ça, notamment en Belgique. D'ailleurs, les Belges ont un grand intérêt pour les CubeSats. Aujourd'hui, c'est différent, ils commencent à devenir des charges principales. Parce qu'il y a une sorte d'intérêt pour ça. Et il y a un intérêt parce qu'il y a plein de boîtes qui se sont montées en parallèle de cette petite start-up, qui sont des boîtes qui sont censées finalement ingérer la donnée et en faire de l'information.
Et donc, il y a une sorte de petit écosystème qui se met en place. Alors, ils dépendent les uns des autres, c'est ça leur problème. C'est-à-dire que si le business des petits satellites se casse la figure, ceux-là se cassent la figure aussi. Si leur business, eux, se casse la figure, les petits satellites, ils vendent à personne. Donc, derrière tout ça, il y a quand même des GAFA qui sont là. Google, par exemple, est plugué sur Planète. Ils ont mis leur pipeline et toutes les données Planète vont chez Google. Mais il y a... alors, par exemple, vous avez des boîtes qui sont connues pour mesurer l'indice manufacturier de la Chine, par exemple. Alors, ils surveillent en permanence 6000 sites manufacturiers chinois et ils sortent des courbes. Et ça, c'est pour les banquiers, pour les traders, etc. Et ils sortent plus d'images. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on prend des images, mais en fait, on ne la voit plus, l'image. C'est un produit intermédiaire, c'est plus un produit final. C'est un produit qui rentre dans des processus complexes de création d'informations. Ça peut être du chiffre, ça peut être des courbes, ça peut être ce que vous voulez. Donc voilà. Alors en même temps, tout ça, il y en a qui disent que ça, c'est de la bullshit industrie, quand même. Parce que ce n'est pas encore totalement stabilisé, tout ça. On ne sait pas ce que ça donne. On voit bien qu'il y a la société de l'information qui est derrière, il y a tout ce qu'on connaît, l'intelligence artificielle, tout ça. Il y a des gens, par exemple, qui essayent d'appliquer des techniques d'imagerie médicale, de reconnaissance sur l'imagerie médicale à de l'imagerie spatiale. C'est d'ailleurs assez puissant et ça semble donner de bons résultats. Parce que comme on va avoir des terras de données, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les photos satellites? On a les interprètes qui regardent ça, qui ont les yeux tout rouges, et qui essaient de regarder ça, et quand ils ont vu 3 images, ils sont morts. Quand vous allez avoir ces terras de données qui arrivent, par exemple, Planète, aujourd'hui, ils estiment que bientôt, là, peut-être à la fin de l'année, ils vont être en mesure de prendre 3 fois par jour le même site sur Terre. Ce qui est énorme hein, par rapport à ce qu'on fait traditionnellement. Et puis bientôt, on veut de la résolution infrahoraire, c'est-à-dire qu'on va passer sur le même site, éventuellement une fois dans l'heure, si on arrive à mettre toutes ces constellations en place. Là, du coup, il y a un vrai challenge pour traiter ces informations. Qu'est-ce qu'on va en faire? À quoi ça sert, etc. Et il y a des gens qui commencent à réfléchir à des systèmes automatiques de détection de changements, etc., etc. Pour faire quoi? On ne sait pas trop. C'est bien ça le problème. C'est là où le bas blesse. Mais enfin, l'industrie de l'information de l'Internet, elle a l'habitude de ça. Elle met des patchs, c'est test and try, etc. Musk, c'est ce qu'il fait aux grandes dames de la communauté des gens du lancement, d'ailleurs. Mais ils ont cette manière de fonctionner qui n'est pas une manière spatiale. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. C'est un nouvel âge spatial, si j'ose dire. On est vraiment avec des gens qui ne sont pas dans la culture habituelle. Et puis, j'allais dire cerise sur le gâteau, parce que là aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait neuf. Ben, on a le côté des lanceurs qui est en train d'évoluer. Alors là aussi, si vous voulez, ce dont on se rend compte, qu'est-ce qui a initié tout ça, les SpaceX, les Orbital, etc., c'est quand même la NASA qui, en 2006, a lancé cette idée que finalement, c'est peut-être plus à l'État de lancer. On va faire une délégation de service public à des gens qui feront ça très bien, et on va les payer pour qu'ils fassent ça, etc. Alors ça, c'est très, très politique à l'époque, et là, il faut aussi, c'est très américain, c'est pour ça qu'on est dans une situation très particulière aux États-Unis là-dessus. Obama, quand il arrive au pouvoir, il a fait campagne en disant que lui, sa constituency, les gens qui votent pour lui, souhaitaient l'entendre dire qu'il ferait des programmes sociaux et que l'argent fédéral irait d'abord dans les programmes sociaux plutôt que dans des trucs de ce type. Et effectivement, l'une de ses premières décisions quand il va arriver au pouvoir, c'est l'annulation du programme lunaire qu'il avait voulu relancer. Vous vous rappelez qu'en 2004, George W. Bush avait voulu relancer un programme lunaire qui s'appelait Constellation. Et Obama va faire une étude connue, le rapport Augustine, qui va dire, plusieurs choses d'abord. Pour la première fois, elle va dire, c'est pas parce qu'une destination existe qu'elle est un objectif. Alors ça, c'était tout à fait nouveau, parce que la NASA, jusqu'à présent, avait tenté de faire passer l'idée contraire. Dès qu'il y a une lune, une planète et tout, il faut y aller. Et donc, personne n'avait voulu, tout le monde disait, oui, ça. Là, ils disent, non, c'est pas parce qu'il y a une planète qu'il faut aller dessus. Et donc, c'est pas parce que la lune est là qu'il faut aller dessus. Et si on doit aller dessus, il faut rajouter 3 milliards par an à ce qui est prévu maintenant. Et les 3 milliards ne sont pas là. Et Obama s'appuie sur ce rapport pour dire j'annule le programme Constellation. Mais il va faire exactement comme Nixon. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte très vite qu'en annulant ça, la navette avait terminé sa vie. On ne faisait plus Constellation. Constellation, c'était le lanceur Ares. Le lanceur Ares, c'était la réutilisation des boosters de la navette. Donc tout ça, c'était pour garder l'industrie stable. En arrêtant Constellation, là, pour le coup, on arrêtait tout, et on arrêtait l'industrie, en particulier de la propulsion solide. Propulsion solide qui est liée à la propulsion missile.
C'est de là que va naître le projet SLS, Space Launch System, qui est la grosse fusée de la NASA qui est actuellement en préparation, et le véhicule qu'on va appeler à l'époque MPCV, Multipurpose Crew Vehicle. Si vous voulez donner l'idée que vous ne savez pas ce que vous allez en faire, vous l'appelez comme ça. Ça, c'est sûr. Donc, ils vont vraiment, après, ils vont se dire, oui, c'est pas très bon, ils vont l'appeler Orion. Donc, aujourd'hui, ce véhicule s'appelle Orion. Et d'une certaine manière, ça a éteint la fronde des élus républicains du Sud. Et là, il avait ça comme priorité, parce que là encore, ce sont des États très importants. Et les élus républicains ne pouvaient pas l'attaquer en disant qu'il mettait à mal la base technologique nationale, etc. Et il va aller plus loin que ça. Il va dire, non seulement je fais ça, mais en plus, je vais permettre à des start-up, à l'entreprise privée, à la libre entreprise, etc., eh bien, de se lancer dans le spatial en leur permettant, la NASA va faire le SLS et Orion, et les autres vont desservir la station. La station était là, il fallait bien faire quelque chose. Donc, il fallait que la NASA soit redirigée par ça. Et en faisant ça, alors là, carrément, ils se gagnent les faveurs des républicains du Sud, parce que, évidemment, les élus républicains du moment, il y avait une très forte confrontation politique, auraient eu des difficultés à critiquer une mesure qui était en fait favorable à la libre entreprise, aux start-up, etc. Et donc, ça a marché du point de vue d'Obama, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune critique sur son annonce, sur ce qui était en fait l'annulation de Constellation. C'est-à-dire qu'il a réussi le tour de force d'annuler Constellation sans être du tout critiqué par ceux-mêmes qui avaient soutenu Constellation. Donc, c'est ce qui va lancer SpaceX, c'est ce qui va lancer Orbital ATK. Et j'ai mis quelques éléments. C'est pour vous montrer que le New Space dans le domaine du lancement, c'est d'abord soutenu par le public et par de l'investissement fédéral. Vous avez tout un tas de ce qu'on appelle donc les Commercial Crew Development Programmes, etc., qui vont en fait alimenter et Boeing d'abord, et SpaceX et d'autres. Et SpaceX, pour tout vous dire, le Falcon 9, toute la courbe d'apprentissage du Falcon 9 va être payée par la NASA. Il va casser beaucoup de Falcon 9 avant de faire de la réutilisation. Et ça va être payé. Ce n'est pas quelque chose qui est sui generis. Et ça, c'est la différence avec Blue Origin, par exemple. Blue Origin de Bezos. Bezos n'a pas eu d'argent de la NASA pour commencer. Pour commencer, parce que maintenant, il commence à avoir de l'argent du Pentagone. Il y a eu d'autres programmes. Vous voyez qu'on est dans des... Là, c'est ça qui va lui... Ça va permettre de sauver SpaceX. À cette époque-là, SpaceX a été sur le point, à un moment, de fermer. Hein. Ils ne pouvaient plus payer les salaires, etc. Et quand ils ont ce programme, ça les rebooste complètement. Donc, ça va être les capsules, etc. Là, je vais être dans les temps. Extraordinaire. Et on est aujourd'hui, vous voyez, vous connaissez tous ça, hein, on est... dans des ordres de grandeur de plusieurs milliards de dollars sur quelques années. Et SpaceX s'alimente en fait à ça. Et s'alimente aujourd'hui à d'autres choses, à d'autres ressources qui sont des ressources du Pentagone, parce qu'il s'est battu énormément pour avoir le droit de tirer des charges militaires. En fait, nous, Français, nous, Européens, on a le sentiment que SpaceX a comme obsession la mort d'Ariane. C'est de loin pas sa première obsession. Sa première obsession, c'est la mort de ULA, donc... et de United Launch Alliance, qui est son concurrent américain, qui jusque-là trustait les programmes militaires. Aux États-Unis, ce qu'on tire, avant tout, ça continue à être des charges militaires. Et ça va l'être de plus en plus dans les années qui viennent. On va avoir beaucoup de tirs de charges militaires. Et il fallait absolument que SpaceX prenne pied dans le monde militaire. Ça a été une bataille homérique de juristes, etc. Il a finalement gagné. Ça a porté un coup à ULA. ULS est allié désormais avec Jeff Bezos, puisque le moteur de Jeff Bezos va motoriser la Vulcan de ULA. Et Jeff Bezos vient d'être sélectionné par le Pentagone, et donc avoir 500 millions de dollars. Bon, pour lui, il met $1 milliard de dollars de sa propre fortune par an dans sa boîte. Donc 500 millions, à mon avis, il trouve que c'est un peu mesquin. Mais bon, là, on a l'impression, le gouvernement vient de remettre sur un pied d'égalité SpaceX et Blue Origin. Donc ils ont tous les deux maintenant le moyen de tirer de la charge militaire et de postuler dans les contrats militaires, etc. Et donc il y a une dynamique qui s'est mise en place côté américain qu'on retrouve nulle part ailleurs. Voilà, c'est bête à dire, mais un lanceur c'est bien, mais il faut tirer des trucs avec, quoi. Si vous n'avez pas grand-chose à tirer, vous ne faites surtout pas de la réutilisation, parce qu'en ce moment, vous en faites un, vous le reprenez, vous en refaites un. Bon, à ce moment-là, c'est plus la peine d'en construire, quoi. Pour faire de la réutilisation, il faut du volume. La réutilisation ne marche que si vous avez du volume à tirer. Si vous n'avez pas de volume, vous ne faites pas de réutilisation. Donc Boeing s'est fait exclure là, du CRS-2. Et
Donc on a, et voilà, et vous avez, alors, et Obama qui a donc été l'un des plus, vous comprenez que ce que je veux vous dire par là, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est né dans les années précédentes. Obama a été l'une des administrations les plus actives pour promouvoir ce qu'on appelle le New Space, et notamment, alors un truc un peu pittoresque, c'est la loi qui a été signée en 2015 par Obama, donnant désormais le droit, alors sauf qu'il l'a pas vraiment, les États-Unis ne peuvent pas le décider tout seuls, le droit à des sociétés commerciales d'exploiter des corps extraterrestres et de faire des installations minières sur des astéroïdes, etc. Et vous aviez deux boîtes, je dis vous aviez parce que Planetary Resources commence à battre de l'aile, vous aviez deux sociétés, Planetary Resources et Deep Space Incorporated, qui sont les deux principales sociétés qui ont vraiment investi dans des premiers systèmes d'exploration des astéroïdes, etc. Alors le problème, c'est que là, on est dans une espèce de divergence vraiment très grande avec le reste de la communauté internationale, parce qu'il y a juste un truc qui s'appelle des traités internationaux. Le droit d'appropriation n'existe pas dans l'espace. Alors, ils considèrent que si, parce que, en fait, vous comprenez, si vous allez miner des astéroïdes, c'est comme la pêche dans l'océan. Vous prenez les poissons, vous ne prenez pas l'océan. Ah oui, d'accord, mais si vous prenez tout l'astéroïde, il ne reste pas beaucoup d'océan quand même. Donc, et puis après, alors en ce moment, c'est des débats de juristes. Et en fait, on voit très bien en ce moment que les juristes sont en train de s'orienter les uns par rapport aux autres, avec deux camps qui s'affrontent. Et on a le sentiment, quand même. Alors, le Luxembourg s'est engagé aussi dans cette voie-là, a signé une loi qui permet désormais à des sociétés luxembourgeoises de se lancer là-dedans. Les Émirats arabes unis aussi commencent à s'intéresser à ça. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'évidemment, à horizon prospectif, il y a beaucoup de choses à faire avant d'aller miner une... Mais on voit bien qu'il y a cette volonté de dire on va habiter l'espace différemment, et donc il faut que le droit s'y adapte. Et c'est un prétexte, en réalité, à faire évoluer les textes internationaux. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet de contentieux international, sur la scène internationale. Il y a un traité qui s'appelle le traité de l'espace extra-atmosphérique, qui a été signé le 27 janvier 1967, qui interdit le principe de non-appropriation, qui interdit de mettre des armes de destruction massive en orbite, etc., mais qui reste très flou dans certaines de ces dispositions. Et les Américains, aujourd'hui, disent la technologie a évolué, il faut que le droit évolue, quoi. Alors, en général, le droit, c'est fait pour réguler, normalement. Mais bon, ils ont une vision un peu différente. Donc, voilà, juste d'abord le modèle économique à prouver, puis il y a quelques textes internationaux à changer, quand même. Ça va pas être demain, hein, quand même. Voilà. Et donc, aujourd'hui, finalement, ce qu'on se dit, c'est and the winner is, quoi. Et le winner aujourd'hui, c'est vrai que ça a été nettement SpaceX de toute cette évolution vers le New Space. Là, on voit revenir Blue Origin très fort. Blue Origin, il a une vision de logisticien, ça ne vous étonnera pas, c'est Amazon. Il y a un truc aujourd'hui qui s'est passé aux États-Unis récemment qui redonne du boost à tout ça et qui réaxe tout. C'est un projet qui peut paraître bizarre et qui d'ailleurs au départ était assez controversé, qui est le projet de station circumlunaire, qu'on appelle Lunar Outpost, je ne sais plus quoi aujourd'hui, Deep Space Gateway, ça s'appelait. Et il se trouve qu'en refaisant ça, en fait, ça réaxe et Blue Origin et SpaceX, qui tous les deux se retournent vers la Lune désormais. Et Blue Origin, aujourd'hui, est en train de dire, mais moi, si vous faites ça, vous, la NASA, moi, je peux être votre partenaire, et je peux installer des entrepôts de stockage, des trucs à mi-chemin, etc. Lui, tout de suite, il pense Amazon, quoi. Et SpaceX envoie un Japonais, enfin, le pauvre Japonais, il n'est pas sûr qu'il y soit encore, mais voilà. Et donc, c'est symbolique, c'est pour dire, mais moi aussi, je m'intéresse à la Lune, parce que SpaceX avait tout axé quand même, et Elon Musk avait tout axé vers Mars. Vous avez tous connaissance du discours qu'il avait fait il y a quelques années pour dire on va envoyer, pendant 100 ans, on enverra 10 000 vols de 100 personnes sur Mars, etc. En expliquant que lui n'irait pas quand même et que c'était quand même assez dangereux, hein, d'ailleurs. Et donc, voilà. Et donc, je termine ici, je crois que je suis juste à l'heure. Le principe, c'était d'essayer de vous montrer que ce New Space, très rapidement schématisé, ça ne venait pas de nulle part quand même. Et tout ce qu'on entend aujourd'hui, c'est en fait un effet de bord d'une inertie qui est là depuis en fait bien plus longtemps. Voilà, merci à vous.